coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait un cent d'œufs, faisant triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de sous. Il était, quand je lus, de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau. Perrette là-dessus saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu veau, vache, cochon, couvée. La dame de ses biens, quittant d'un œil Marie sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battue. Le récit en farce en fut fait, on l'appela le pot au lait. Le curé et le mort. Un mort s'en allait tristement, s'emparer de son dernier gîte. Un curé s'en allait gaiement, enterrer ce mort au plus vite. Notre défunt était en carrosse porté bien et dûment empaqueté, et vêtu d'une robe, hélas, qu'on nomme bière, robe d'hiver, robe d'été, que les morts ne dépouillent guère. Le pasteur était à côté, et récitait à l'ordinaire maintes dévotes oraisons, et des psaumes et des leçons, et des versets et des répons. Monsieur le mort, laissez-nous faire, on vous en donnera de toutes les façons, il ne s'agit que du salaire. Messire Jean Chouard couvrait des yeux son mort, comme si l'on eût dû lui ravir ce trésor, et des regards semblaient lui dire: Monsieur mort, j'aurai de vous tant en argent, et tant en cire, et tant en autres menus coups. Il fondait là-dessus l'achat d'une feuillette, du meilleur vin des environs, certaines nièces assez proprettes, et sa chambrière baguette devait avoir des cotillons. Sur cette agréable pensée, un heurt survient. Adieu le char, voilà messire Jean Chouard, qui du choc de son mort à la tête cassée, le paroissien en plomb entraîne son pasteur. Notre curé suit son seigneur, tous deux s'en vont de compagnie proprement toute notre vie, est le curé Chouard qui sur son mort comptait, et la fable du pot au lait. La cour du lion. Sa majesté lionne un jour voulut connaître de quelle nation le ciel l'avait fait maître. Il manda donc par députés ses vassaux de toute nature, envoyant de tous les côtés une circulaire écriture avec son sceau. L'écrit portait qu'un mois durant le roi tiendrait cour plénière, dont l'ouverture devait être un fort grand festin, suivi des tours de fagotin. Par ce trait de magnificence, le prince à ses sujets étalait sa puissance. En son louvre, il les invita. Quel louvre, un vrai charnier, dont l'odeur se porta d'abord au nez des gens. L'ours boucha sa narine. Il se fut bien passé de faire cette mine sa grimace déplut. Le monarque irrité l'envoya chez Pluton faire le dégoûter. Le singe approuva fort cette sévérité, et flatteur excessif, il loua la colère et la griffe du prince, et l'antre et cette odeur. Il n'était ambre, il n'était fleur, qui ne fût ail au prix. Sa sotte flatterie eut un
seigneur du lion-là fut parent de Caligula. Le renard était proche. Or ça, lui dit le sire, que sens-tu? Dis-le-moi par le sang déguisé. L'autre, aussitôt de s'excuser, alléguant un grand rhume, il ne pouvait que dire sans odorat. Bref, il s'en tire. Ceci vous sert d'enseignement. Ne soyez à la cour si vous voulez y plaire, ni fade adulateur, ni parleur trop sincère, et tâchez quelquefois de répondre en normand. L'homme qui court après la fortune et l'homme qui l'attend dans son lit. Qui ne court après la fortune? Je voudrais être en lieu d'où je puisse aisément contempler la foule importune de ceux qui cherchent vainement cette fille du sort de royaume en royaume, fidèle courtisan d'un volage fantôme. Quand ils sont près du bon moment, l'inconstante aussitôt à leur désir échappe. Pauvres gens, je les plains, car on a pour les fous plus de pitié que de courroux. Cet homme, disent-ils, était planteur de choux, et le voilà devenu pape. Ne le valons-nous pas? Vous valez 100 fois mieux. Mais que vous sert votre mérite? La fortune a-t-elle des yeux? Et puis la papauté, faut-elle ce qu'on quitte? Le repos, trésor si précieux qu'on en faisait jadis le partage des dieux. Rarement la fortune à ses hôtes le laisse. Ne cherchez point cette déesse, elle vous cherchera. Son sexe en use ainsi. Certains couples d'amis en un bourg établis possédaient quelques biens. L'un soupirait sans cesse pour la fortune. Il dit à l'autre un jour: si nous quittions notre séjour. Vous savez que nul n'est prophète en son pays. Cherchons notre aventure ailleurs. Cherchez, dit l'autre ami. Pour moi, je ne souhaite ni climat, ni destin meilleur. Contentez-vous, suivez votre humeur inquiète. Vous reviendrez bientôt. Je fais vœu cependant de dormir en vous attendant. L'ambitieux, ou si l'on veut l'avare, s'en va par voie et par chemin. Il arriva le lendemain en un lieu que devait la déesse bizarre fréquenter sur tout autre. Et ce lieu, c'est la cour. Là donc, pour quelque temps, il fixe son séjour, se trouvant au coucher, au lever, à ces heures que l'on sait être les meilleures. Bref, se trouvant à tout et n'arrivant à rien. Qu'est ceci, se dit-il? Cherchons ailleurs du bien. La fortune pourtant habite ces demeures. Je la vois tous les jours entrer chez celui-ci, chez celui-là. D'où vient qu'aussi je ne puis héberger cette capricieuse? On me l'avait bien dit, que des gens de ce lieu l'on n'aime pas toujours l'humeur ambitieuse. Adieu, messieurs de cour, adieu. Suivez jusqu'au bout du nombre qui vous flatte. La fortune a, dit-on, des temples assurates. Allons là. Ce fut un de dire et s'embarquer, âme de bronze humain. Celui-là fut sans doute armé de diamants, qui tenta cette route et le premier osa l'abîme défier. Celui-ci, pendant son voyage, tourna les yeux vers son village. Plus d'une fois, essuyant les dangers des pirates, des vents, du calme et des rochers. Ministre de la mort, avec beaucoup de peine, on s'en va la chercher, en des rives lointaines, la trouvant assez tôt, sans quitter la maison. L'homme arrive au Mogol. On lui dit qu'au Japon, la fortune pour l'or distribuait ses grâces. Il y court. Les mères étaient lasses de le porter, et tout le fruit qu'il tira de ses longs voyages, ce fut cette leçon que donnent les sauvages. Demeure en ton pays, par la nature instruit. Le Japon ne fut pas plus heureux à cet homme que le Mogol l'avait été, ce qui lui fit conclure en somme qu'il avait un grand tort son village quitté. Il renonce aux courses ingrates, revient en son pays, voit de loin ses pénates, pleure de joie et dit:
heureux qui vit chez soi, de régler ses désirs faisant tout son emploi. Il ne sait que par oui dire ce que c'est que la cour, la mer et ton empire fortune, qui nous fait passer devant les yeux des dignités, des biens, que jusqu'au bout du monde on suit, sans que les faits aux promesses se répondent. Désormais, je ne bouge et ferai 100 fois mieux. En raisonnant de cette sorte, et contre la fortune ayant pris son conseil, il la trouve assis à la porte de son ami, plongé dans un profond sommeil. Les deux coqs vivaient en paix, une poule sur 20, et voilà la guerre allumée. Amour, tu perdis roi, et c'est de toi que vint cette querelle envenimée. Où du sang des dieux, même on fit l'accent de teint. Longtemps entre nos coqs le combat se maintint. Le bruit s'en répandit par tout le voisinage. La jante, qui porte crête au spectacle accourut. Plus d'une hélène au beau plumage fut le prix du vainqueur. Le vaincu disparut. Il alla se cacher au fond de sa retraite, pleura sa gloire et ses amours qu'un rival tout fier de sa défaite possédait à ses yeux. Il voyait tous les jours cet objet rallumer sa haine et son courage. Il aiguisa son bec, battait l'air et ses flancs, et s'exerçant contre les vents, s'armait d'une jalouse rage. Il n'en eut pas besoin. Son vainqueur sur les toits s'alla percher et chanter sa victoire. Un vautour entendit sa voix. Adieu les amours et la gloire. Tout cet orgueil périt sous l'ongle du vautour, enfin, par un fatal retour. Son rival autour de la poule s'en revint vers le coquet. Je laisse à penser quel caquet, car il eut des femmes en foule. La fortune se plaît à faire de ses coups tout vainqueur insolent à sa paire de travail. Défions-nous du sort et prenons garde à nous après les gains d'une bataille. L'ingratitude et l'injustice des hommes envers la fortune. Un trafiquant sur mer par bonheur s'enrichit. Il triompha des vents pendant plus d'un voyage qu'ouvre banc ni rocher n'exigea de péage d'aucun de ses ballots. Le sort l'en affranchit. Surtout ses compagnons, Atropos et Neptune, recueillirent leurs droits tandis que la fortune prenait soin d'amener son marchand à bon port. Facteur associé, chacun lui fit fidèle. Il vendit son tabac, son sucre, sa cannelle. Ce qu'il voulut, sa porcelaine encore, le luxe et la folie enflèrent son trésor. Bref, il plut dans son escarcelle. On ne parlait chez lui que par double ducat, et mon homme d'avoir chiens, chevaux et carrosses. Ses jours de jeûne étaient des noces. Un sien ami, voyant ses somptueux repas, lui dit: et d'où vient donc un si bon ordinaire? Et d'où me viendrait-il que de mon savoir-faire? Je n'en dois rien qu'à moi, qu'à mes soins, qu'au talent de risquer à propos et bien placer l'argent. Le profit lui semblant d'une fort douce chose, il risqua de nouveau le gain qu'il avait fait. Mais rien pour cette fois ne lui vint à souhait. Son imprudence en fut la cause. Un vaisseau mal frété périt au premier vent. Un autre mal pourvu des armes nécessaires fut enlevé par les corsaires. Un troisième au port arrivant, rien n'eut cours ni débit. Le luxe et la folie n'étaient plus tels qu'auparavant. Enfin ses facteurs le trompant, et lui-même ayant fait grand fracas cher lit, mit beaucoup en plaisir, en bâtiment beaucoup. Il devient pauvre tout d'un coup. Son ami le voyant en mauvais équipage lui dit: d'où vient cela? De la fortune, hélas. Consolez-vous, dit l'autre, et s'il ne lui plaît pas que vous soyez heureux, tout au moins soyez sage. Je ne sais s'il crut ce conseil, mais je sais que chacun impute, en cas pareil
les suivis, nous disons injures au sort. Chose n'est ici plus commune. Le bien, nous le faisons. Le mal, c'est la fortune. On a toujours raison, le destin toujours tort. Les divineresses, c'est souvent du hasard que naît l'opinion, et c'est l'opinion qui fait toujours la vogue. Je pourrais fonder ce prologue sur gens de tous états. Tout est prévention, cabale, entêtement, point ou peu de justice, c'est un torrent qui ferre, il faut qu'il ait son cours. Cela fut et sera toujours une femme, à Paris, faisant la pythonisse. On l'allait consulter sur chaque événement. Perdait-on un chiffon? Avait-on un amant? Un mari vivant trop au gré de son épouse? Une mère fâcheuse? Une femme jalouse? Chez la devineuse, on courait pour se faire annoncer ce que l'on désirait. Son fait consistait en adresse. Quelques termes de l'art, beaucoup de hardiesse du hasard quelquefois. Tout cela concourait, tout cela bien souvent faisait crier miracle. Enfin, quoique ignorante à 20 3 carats, elle passa pour un oracle. L'oracle était logé dedans, un galetas. Là, cette femme emplit sa bourse, et sans avoir d'autres ressources, gagne de quoi donner un rang à son mari. Elle achète un office, une maison aussi. Voilà le galetas rempli d'une nouvelle hôtesse à qui toute la ville, femme, fille, valet, gros monsieur, tout enfin allait, comme autrefois demandait son destin. Le galetas devint l'antre de la sibylle. L'autre femelle avait achalandé ce lieu. Cette dernière femme eut beau faire, eut beau dire. Moi, devine, on se moque. Messieurs, sais-je lire. Je n'ai jamais appris que ma croix de par Dieu. Point de raison, fallut deviner et prédire, mettre à part force bon du cas, et gagner malgré soi plus que 2 avocats le meuble et l'équipage étaient fort à la chose. 4 sièges boiteux, un manche de balai, tout sentait son sabbat et sa métamorphose quand cette femme aurait dit vrai dans une chambre tapissée. On s'en serait moqué. La vogue était passée au galetas. Il avait le crédit. L'autre femme se morfondit. L'enseigne fait la chalandise. J'ai vu dans les palais une robe mal mise gagner gros. Les gens l'avaient prise pour maître d'elle, qui traînait après soi, fort s'écoutant. Demandez-moi pourquoi. Le chat, la belette et le petit lapin. Du palais d'un jeune lapin, dame Belette un beau matin s'empara. C'était une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour, qu'il était allé faire à l'aurore sa cour, parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mise le nez à la fenêtre. Ô Dieu hospitalier, que vois-je ici paraître, dit l'animal chassé du paternel logis. Oh là, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, où je vais avertir tous les rats du pays. La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre qu'un logis, où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours faire l'octroi. À Jean-Fils, ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi, Jean Lapin, à l'égal à coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis, rendu maître et seigneur, et qui de père en fils l'ont de Pierre à Simon, puis à moi Jean transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage? Or bien sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Gropi. C'était un chat vivant, comme un dévot ermite, un chat faisant la chatte-mite, un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tout le cas. Jean Lapin pour juge l'agréé, les voilà tous deux arrivés, devant sa majesté fourrée, gris
Grippe-Minou leur dit: Mes enfants, approchez, approchez, je suis sourd, les ans en sont la cause. L'un et l'autre approcha ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'apporté, il vit les contestants, Grippe-Minou le bon apôtre jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord, en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. La tête et la queue du serpent. Le serpent a deux parties, du genre humain ennemi, tête et queue, et toutes deux ont acquis un nom fameux auprès des parcs cruels, si bien qu'autrefois entre elles il survint de grands débats pour le pas. La tête avait toujours marché devant la queue aussi elle se plaignit et lui dit: Je fais main des mains de lieu, comme il plaît à celle-ci. Croit-elle que toujours j'en veuille user ainsi? Je suis son humble servante. On m'a fait de Dieu merci, sa sœur et non sa suivante. Toutes deux de même sang, traitez-nous de même sorte, aussi bien qu'elle je porte un poison prompt et puissant. Enfin voilà ma requête, c'est à vous de commander, qu'on me laisse précéder à mon tour ma sœur la tête, je la conduirai si bien, qu'on ne se plaindra de rien. Le ciel eut pour ses vœux une bonté cruelle, souvent sa complaisance a de méchants effets, il devrait être sourd aux aveugles souhaits. Il ne le fut pas l'or et la guide nouvelle, qui ne voyait au grand jour pas plus clair que dans un four, donnait tantôt contre un marbre, contre un passant, contre un arbre, droit aux ondes du Styx. Elle mena sa sœur. Malheureux laissait-à tomber dans son erreur. Un animal dans la lune. Pendant qu'un philosophe assure que toujours par leur sens les hommes sont dupés, un autre philosophe jure qu'ils ne nous ont jamais trompés. Tous les deux ont raison, et la philosophie dit vrai quand elle dit que les sens tromperont, tant que sur leur rapport les hommes jugeront, mais aussi si l'on rectifie l'image de l'objet sur son éloignement, sur le milieu qui l'environne, sur l'organe et sur l'instrument. Les sens ne tromperont personne. La nature ordonna ces choses sagement. J'en dirai quelques jours les raisons amplement. J'aperçois le soleil. Quelle en est la figure? Ici-bas, ce grand corps n'a que 3 pieds de tour. Mais si je la voyais là-haut dans son séjour, que serait-ce à mes yeux que l'œil de la nature? Sa distance me fait juger de sa grandeur. Sur l'angle et les côtés ma main la détermine. L'ignorant le croit plat, j'épaissis sa rondeur, je la rends immobile, et la terre chemine. Bref, je dément mes yeux en toute sa machine. Ce sens ne me nuit point par son illusion. Mon âme, en toute occasion, développe le vrai caché sous l'apparence. Je ne suis point d'intelligence, avec mes regards peut-être un peu trop promptes, ni mon oreille, lente à m'apporter les sons. Quand l'eau courbe un bâton, ma raison le redresse, la raison décide en maîtresse. Mes yeux moyennant ses secours ne me trompent jamais en me mentant toujours. Si je crois leur rapport erreur assez commune, une tête de femme est au corps de la lune. Y peut-elle être? Non. D'où vient donc cet objet? Quelques lieux inégaux font de loin cet effet. La lune nulle part n'a sa surface unie, montueuse en des lieux, en d'autres aplanie. L'ombre avec la lumière y peut tracer souvent un homme, un bœuf, un éléphant. Naguère l'Angleterre y fit chose pareille. La lunette plaçait un animal nouveau, parut dans cet astre si beau, et chacun de crier merveille. Il était arrivé là-haut un changement qui présageait sans doute un grand événement. Savait-on si la guerre entre tant de puissances n'en était point l'effet?
Le monarque accourut. Il favorise en roi ses hautes connaissances. Le monstre dans la lune, à son tour, lui parut. C'était une souris cachée entre les vers, dont la lunette était la source de ses guerres. On en rit, peuple heureux quand pourront les François se donner comme vous, entiers à ses emplois. Mars nous fait recueillir d'amples moissons de gloire. C'est à nos ennemis de craindre les combats, à nous de les chercher, certains que la victoire amende de Louis suivra partout ses pas. Ces lauriers nous rendront célèbres dans l'histoire. Même les filles de mémoire ne nous ont point quittés. Nous goûtons des plaisirs, la paix fait nos souhaits, et non point nos soupirs. Charles en sait jouir, il saurait dans la guerre signaler sa valeur, et mener l'Angleterre à ces jeux qu'en repos elle voit aujourd'hui cependant, s'il pouvait apaiser la querelle, que dans sens est-il rien de plus digne de lui? La carrière d'Auguste a-t-elle été moins belle que les fameux exploits du premier des Césars? Ô peuple trop heureux, quand la paix viendra-t-elle nous rendre comme vous, tout entier aux beaux-arts? Voilà les amis, j'espère que ces quelques fables de Jean de La Fontaine vous auront plu et qu'elles vous auront permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit et nous, on se retrouve à la prochaine lecture.